Nous sommes en 1942, dans le ghetto de Varsovie. Elżbieta, à peine âgée de 5 mois, gazouille dans les bras de sa mère. Cette dernière essaie de retenir ses larmes. Elle embrasse sa fille et lui chante une petite comptine. Irena injecte un narcotique à Elżbieta. Le médicament agit rapidement, l'enfant s'endort paisiblement. Sa mère se met à pleurer. Elle ne veut pas laisser Irena la prendre dans ses bras. Elle veut pouvoir profiter d'elle encore quelques instants. Irena essaie de la rassurer, mais il faut se dépêcher pour ne pas qu'elle se fasse repérer par les nazis qui s'occupent du camp. Alors, la mère place délicatement sa fille dans une petite boîte perforée et cache une cuillère en argent dans ses vêtements. Dessus, on peut lire le nom de Zunia, le surnom affectueux d'Elżbieta, et sa date de naissance, le 5 janvier 1942. Elle espère que grâce à cet objet, elle pourra identifier sa fille une fois la guerre terminée. Irena referme la boîte et la dissimule parmi un chargement de briques. Elle ajoute des pavés par-dessus. Plus rien ne laisse imaginer qu'un bébé est caché là-dedans. Irena prend la mère dans ses bras et fait signe au conducteur de partir. Ce dernier prend la charrette tirée par un cheval et s'éloigne lentement du ghetto pour ne pas éveiller les soupçons. Le trajet est silencieux. À chaque contrôle, à chaque regard des soldats, le risque d'être découvert plane. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Irena Sendler, l'une des plus grandes figures de la résistance. Cette Polonaise a réussi l'exploit de sauver 2500 enfants juifs de la barbarie nazie. Aujourd'hui, je vous parlerai de comment elle a réussi à sauver ses enfants du ghetto de Varsovie. Depuis quelque temps, des rumeurs alarmantes circulent. De nombreuses familles vont bientôt être déportées vers les soi-disant camps de travail. Alors il va falloir faire vite, très vite. La tâche est périlleuse pour beaucoup de raisons. D'abord, les enfants, souvent incapables de comprendre la gravité de la situation, rendent le départ compliqué. Quand Irena essaie de les prendre avec elle, certains se mettent à hurler de panique et à s'accrocher désespérément à leurs parents. Le problème, c'est qu'ils risquent de se faire repérer par les nazis. Puis il faut trouver des familles d'accueil, prêtes à mourir pour la cause. Car cacher un enfant juif est une décision lourde de conséquences. Si les Allemands découvrent ces actes, toute la famille se verrait exécutée. Ensuite, il y a la barrière de la langue, car la plupart des enfants ne parlent que le yiddish ou l'allemand juif. Sauf que s'ils veulent éviter de se faire repérer à l'extérieur, il faut apprendre le polonais. Puis il y a tout le reste. Malgré ces difficultés, Irena se trouve une équipe. Puis finit par trouver des familles prêtes à courir ce risque. Il est temps qu'Irena mette son plan en action. Elle ajuste son uniforme et prépare son laissez-passer. Elle jette un regard déterminé vers l'ambulance stationnée. À l'intérieur du véhicule, des enfants attendent. Certains pleurent, d'autres tremblent de peur. Irena s'approche d'eux, elle murmure des mots de réconfort, ajuste une couverture ici, une fausse perfusion là. Le moment est venu. Les moteurs de l'ambulance grondent. Irena prend place au devant du véhicule, elle essaie de cacher son appréhension. Au checkpoint, un soldat nazi s'approche, l'œil méfiant. Il évoque son intention de fouiller l'ambulance. Avec un calme fin, Irena s'interpose. Attention, ce véhicule transporte des patients atteints de symptômes graves de typhus, hautement contagieux. Ces mots, choisis avec soin, font leur effet. Le soldat hésitant recule. Il ne veut prendre aucun risque et préfère les laisser passer. L'ambulance sort du ghetto. Irena souffle de soulagement. La mission est réussie.
Cette tactique, bien qu'efficace au début, attire rapidement l'attention. Pour éviter l'éveil des soupçons, l'équipe d'Irena diversifie ses méthodes d'évasion. Des sacs de légumes, des poubelles, des boîtes à outils, voire des cercueils sont transformés en moyens de fuite. Pour les enfants plus âgés, les égouts et les passages souterrains du ghetto deviennent des voies d'évasion secrètes. Une fois en lieu sûr, ces enfants sont placés dans des familles d'accueil et adoptent de nouvelles identités. Les enfants reçoivent souvent des noms chrétiens et apprennent des prières chrétiennes pour éviter d'être repérés par les Allemands. Cette opération de sauvetage dans une ville dominée par les nazis est extrêmement périlleuse, mais Irena et ses complices sont résolus. Le réseau de résistance ne se contente pas de sauver ses enfants. Ils préservent aussi leur identité. Certains n'ont que 6 mois et ne se souviendront de rien après la guerre. Pour garantir leur capacité à retrouver leur famille, Irena note sur des feuilles de papier à cigarette les noms et le lieu de résidence de chaque enfant caché. Puis elle cache ces petits papiers dans des bocaux. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une organisation clandestine s'est créée. Son nom, la commission Gégota. Son but, aider la population juive persécutée. L'organisation finit par entendre parler de l'œuvre d'Irena. Reconnaissant l'impact crucial de ses efforts, il décide de l'aider financièrement. Grâce à ça, elle va pouvoir étendre son action et sauver plus d'enfants. Avec le temps, la petite équipe a une organisation bien rodée. Irena peut compter sur le soutien infaillible de ses collègues et de ses amis. Comme par exemple son ami Adam, ensemble, ils parviennent à exfiltrer des centaines d'enfants. Sous la direction d'Irena, le réseau s'étoffe, comptant désormais une vingtaine de membres dévoués. Chacun d'entre eux est conscient du risque immense qu'ils prennent, mais la détermination de sauver des vies les pousse à continuer. En juillet 1942, la situation devient encore plus critique. Les nazis intensifient leurs efforts de déportation. Ils envoient quotidiennement des milliers de personnes vers les camps de la mort à l'Est. Face à cette nouvelle vague de déportation imminente, le réseau d'Irena doit redoubler d'efforts pour agir rapidement et efficacement. Cependant, les actes héroïques d'Irena ne passent pas inaperçus. Plus Irena aide de familles, plus elle se fait remarquer au sein du camp. Le danger se rapproche inexorablement. Certaines personnes commencent à parler de ses exploits, sans prendre garde au secret. Suite à une dénonciation, les nazis découvrent une partie des activités d'Irena et de son équipe. En octobre 1943, la Gestapo frappe à sa porte. La perspective d'une exécution semble inévitable. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Amaury Breton. La semaine prochaine, je vous raconterai comment Irena a terminé sa vie. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.